Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité créée en 1981 et née d'une instruction des Sœurs des Pauvres, nous découvrirons la pouponnière des anges d'Adiaké. Et puis hors de nos frontières au Togo, le collectif des associations contre l'impunité demande au président des institutions de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité du texte de la nouvelle loi qui doit être promulguée par le président de la République togolaise. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Dans la région du Sud Comoé, précisément à Diaké, il existe la pouponnière des anges, créée en 1981. Cette pouponnière est née de la volonté des Sœurs des Pauvres avec la caution morale de feu cardinal Bernard Yago. Avec Joël Gosset, découvrons maintenant cette pouponnière qui accueille les orphelins et des enfants abandonnés dont l'âge varie de 0 à 2 ans. Air frais, accueil chaleureux. Bienvenue à la pouponnière des anges d'Adiaké. Construit aux abords de la lagune ébriée, ce cadre est un lieu adéquat pour ses occupants, tous âgés de 0 à 2 ans. Bâti sur une superficie de 3 hectares, cet établissement privé est dirigé par la sœur Jocelyne Acré. Elle est la directrice de ce centre depuis 3 ans. Les enfants qui sont dans notre structure nous viennent de différents horizons de la Côte d'Ivoire. Il y a les cas d'abandon, des enfants qu'on a retrouvés dans une poubelle, dans la forêt, devant un portail de part et d'autre. Et ces enfants-là peuvent être retrouvés par une tierce personne. Et quand nous les accueillons, nous faisons une déclaration à la police pour avoir un procès verbal. Pour la sœur Jocelyne, être au service des tout-petits, c'est se rapprocher de Dieu. Imaginez s'il n'y avait pas de centre d'accueil privé ou public pour accueillir tous ces enfants en situation difficile, que serait notre nation? En fait, c'est le don de soi, rempli d'amour, de joie. Et quand je parle de ça, c'est avec émotion en fait. Cette pouponnière, créée en 1981, a une histoire. Nous sommes au Sud Comoé et dans cette région, au nom de la tradition, le 10e enfant était considéré comme un porte-malheur. Il fallait l'éliminer. Alors que nos sœurs missionnaires, les religieuses sont arrivées au Sud Comoé, ils ont constaté que le 10e enfant était rejeté, banni de la société, ou voire même tué. Et c'est ce qui les a poussés à créer un centre pour récupérer tous ces 10e. Et la plupart, les premiers pensionnaires étaient des 10e. Beaucoup sont partis en adoption à l'étranger. Cependant, au fil des ans et du fait des campagnes de sensibilisation à l'acceptation de toute vie, la pouponnière reçoit de moins en moins de 10e enfants rejetés, ce qui conduit les Sœurs des Pauvres à s'ouvrir à d'autres réalités. De nos jours, ce problème n'est plus crucial. C'est des cas d'abandon, les orphelins, orphelines, les enfants dont les mères souffrent de maladies mentales. En son temps aussi, on recevait les enfants dont les mères étaient atteintes du VIH. La sœur Jocelyne est aidée dans sa tâche par 25 employés qui s'occupent d'une 50aine de tout-petits. Leur mission générale, recueillir et assurer aux pensionnaires une prise en charge globale pour leur développement, à savoir la prise en charge au plan alimentaire, sanitaire, vestimentaire, éducatif, social, psycho-affectif. Ces enfants n'étant ni avec leurs parents biologiques, ni avec leurs familles respectives, il revient à la structure de s'assurer des différents besoins vitaux auxquels ils ont droit. Ici, c'est la lingerie des enfants. Vous voyez, les mamans sont en train de plier les habits. Il y a 51 enfants et c'est une rotation. Il y a ceux-là qui fonctionnent pour les habits blancs et il y a de ceux-là qui fonctionnent pour les habits de couleur. Donc, on alterne pour que la durée de vie quand même tienne. Ce suivi se poursuit jusque dans les toilettes et les chambres. Ici, c'est la douche, toilette. C'est le vestiaire où il y a tous les habits. Et on les met ici pour le lit sur lequel on change les couches, on les habille. Ce tableau ici permet de prendre la température des enfants avant midi et après midi pour voir l'évolution. Par exemple, nous avons Oumou,
À 6 heures, elle avait 37 degrés. À 16 heures, 37 degrés. Donc chaque jour, nous prenons la température. Au cas où ils ont la fièvre, il y a une seule infirmière qui est sur place pour administrer les soins. C'est une structure de remplacement. Ça ne peut pas donner l'affection comme les parents biologiques. Alors on fait l'effort de les mettre dans les conditions d'hygiène pour qu'ils ne contractent pas des maladies qu'on ne pourra pas maîtriser. Dans le couloir, non loin des chambres, des voix attirent notre attention. Cette salle est consacrée aux nourrissons. Ici, c'est la salle polyvalente. Quand ils finissent de manger, ils viennent à peine de manger. Après, ils restent pour jouer. Il y a toutes sortes de jouets selon leur goût. Ils touchent, ils roulent, ils se promènent. Nous comptons au total 30 nourrissons et la sœur Jocelyne connaît tous les prénoms. Ce groupe que vous voyez ici, quand ils vont bien marcher, ils vont descendre, ils seront en bas. Et ceux qui sont là viennent et les nouveaux arrivent. Alors ici, nous avons bébé Abraham, Emmanuel, oui, Emmanuel Bonheur, Jocelyne, Jean-Emmanuel, Miracle, Rachid. Pour les cas d'abandon, c'est nous-mêmes qui donnons les prénoms, seulement le prénom, pas de nom. On fait un extrait blanc. Quand ils vont en adoption, les parents refont l'extrait, mettent le nom de famille et le prénom qu'ils veulent leur attribuer. Dans cette même salle, consacrée aux enfants-sons, se trouve la source d'inspiration de Jocelyne. Vous voyez un prêtre avec les enfants, les jeunes. C'est lui qui a fondé la congrégation des Sœurs des Pauvres. Il avait vraiment un amour pour les enfants en difficulté, les jeunes en détresse. Et celui qui a fondé la congrégation, c'est venu en Afrique et nous continuons l'œuvre qu'il a laissée. Ça nous inspire. À quelques pas de cette salle se trouve une infirmerie. Cette maman elle est venue chercher le produit primalant pour la toux qu'elle va mesurer pour administrer aux enfants qui toussent. Et quand les enfants, les bébés arrivent, c'est ici. Nous les mettons pour les examiner et après nous les lavons ici et pour un temps d'observation. Il y a une sœur infirmière qui est là, qui fait tout le traitement. Ceux qui sont concernés ont leur nom et en fonction de ça, on mesure les médicaments. À côté des soins de santé, les aliments de base des pensionnaires sont produits sur place. Ici, c'est le clapier. Nous faisons l'élevage des lapins. Nous faisons les bouillons qu'on mélange avec les légumes pour l'alimentation des poupons. Ici, nous avons le champ de manioc et de bananier. Le manioc ici, c'est à 3 choses. Le premier volet pour la tiékine, le second volet pour le placali et le troisième pour le gari et les bananes que vous voyez. Et une fois en cuisine, nous retrouvons Louise, la cuisinière de ce centre depuis 30 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler avec les enfants, les bébés? Parce que j'aime les enfants. C'est ça que je suis restée avec les enfants. Dans cette cuisine, tout est fait avec beaucoup d'attention. Puisque ce sont des êtres fragiles, alors nous filtrons l'eau comme ça. Parce que parfois, il y a des produits qu'on met dans l'eau, il y a des débris qui restent. Entretien corporel, alimentation, scolarisation, soins médicaux. Où ce centre trouve-t-il des ressources additionnelles pour son fonctionnement? La pouponnière fonctionne sur fonds propres parce qu'elle est gérée par la congrégation des Sœurs des Pauvres. Et aussi le député Meïensier nous donne vraiment énormément un coup de main. Et le don des uns et des autres, les bienfaiteurs, bienfaitrices, les amis, tous ceux qui sont sensibles à la chose, c'est tous ces dons-là que nous mettons ensemble pour la prise en charge médicale, sanitaire, alimentaire des pensionnés. L'État de Côte d'Ivoire prend en charge l'eau et l'électricité. Et justement, parlant de dons, André et Germaine sont des habitués de ce centre. Avec eux, un carton destiné aux pensionnaires. Il faut aimer les enfants comme la parole de Dieu nous enseigne. Et vu cet état de fait, nous avions décidé, ma chérie et moi, de faire des dons, si Dieu nous permet, et chaque fin du mois. L'adoption est possible dans ce centre. Les parents qui sentent le besoin d'adopter, eux vont à la CACI. C'est la CACI qui se charge de leur donner toutes les informations, les dossiers à fournir. Alors la CACI siège avec Madame la ministre Nassineba Touré. Ils forment une commission qui siège, je crois, 3 à 4 fois par an.
et il décide à qui attribuer les enfants selon la demande qui a été faite. Mais tout ne se passe pas comme le souhaitent ses responsables. C'est une famille qui a adopté une fille, mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Je dis malheureusement parce que le père après abusé de la fille. Ça n'a pas été facile, on a aidé la fille. Elle est partie en France. Certains pensionnaires devenus grands ne manquent pas de marquer leur reconnaissance envers le centre qui les a accueillis. Par exemple, un cas parmi tant d'autres, il y a une qui a été adoptée en Italie. Quand elle a su son histoire, en signe de reconnaissance, elle a voulu célébrer son mariage au sein de la pouponnière. Et elle était passée en décembre 2019. Nous avons célébré son mariage sur place. On a fait la réception sur place avec tous les pensionnaires de la pouponnière. C'était très émouvant. Malgré sa beauté et la bonne organisation dont elle fait l'objet, cette pouponnière rencontre des difficultés. La directrice souhaite voir la réalisation de certains projets. Le grand problème, ce sont les difficultés financières. C'est-à-dire, vous voyez, ces machines qui sont là, puisque ça fonctionne chaque jour. Alors, les réparations sont énormes. Et le volet sanitaire, quand ils sont malades. Et à tout moment, il faudrait qu'on ait quelque chose en main pour pouvoir faire face à l'entretien. Certes, nous recevons des dons, mais les moyens restent encore insuffisants. Depuis sa création, il y a 41 ans, à ce jour, la pouponnière des Anges d'Adiaké a abrité 1010 enfants, 5 enfants handicapés et une trentaine de jumeaux, tous entretenus avec le plus grand soin. Le constat est clair, à la pouponnière des Anges d'Adiaké, les pensionnaires sont traités comme des anges. Et un peu plus loin d'Adiaké, à la page sport, les 2 représentants de la Ligue du Woroba qualifiés pour la phase finale du championnat national sont connus. Konaté Ngamblé et Jean-Sliver Esso vous les présentent maintenant. L'équipe fédérale des Maracanais de Bundiali et Séguéla Maracana Club qualifiés pour la phase finale du championnat national. Une première dans l'histoire des 2 clubs. Pour y arriver, les 2 équipes ont dû passer par les phases éliminatoires, au cours desquelles 6 équipes reparties en 2 poules se sont affrontées au stade Losséni Soumaro de Séguéla. Dans les tribunes, du beau monde, dont l'ex-international ivoirien Youssouf Falikou Fofana, champion d'Afrique en 1992, invité spécial de la Ligue du Woroba. À l'issue de 48 heures de compétition et 24 matchs à disputer en phase aller et retour, le FM Bundiali et CEMAC de Séguéla terminent leaders de leurs poules respectives, synonyme de qualification. Ce sont nos efforts qui ont payé, l'effort de tout un chacun, la solidarité. La cérémonie de récompense et de distinction qui fait la particularité de la Ligue du Woroba a été l'occasion d'honorer les différents athlètes, les équipes qualifiées, les meilleurs buteurs et défenseurs, les partenaires, le corps arbitral, les équipes fair-play. Tous les meilleurs acteurs de la Ligue du Woroba ont été honorés, clôturant en beauté ces 48 heures de compétition marquées par l'esprit CFA, convivialité, fraternité et amitié. Nous sommes la seule ligue où les autorités s'impliquent en nous permettant de mettre en œuvre un trophée qui porte leur nom. Nous avons une vision, c'est de faire du Woroba, comme je l'ai dit, la plaque, voilà, la plaque majeure du Maracana en Côte d'Ivoire. Les regards sont désormais tournés vers la phase finale du championnat national qui réunira 20 équipes, dont 7 d'Abidjan et 13 de l'intérieur du pays, les 18 et 19 mai 2024, au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Un rendez-vous que l'EFM de Bundiali et CEMAC de Séguéla prépareront avec beaucoup d'ambition. Hors de chez nous au Mali, une semaine après l'enlèvement de plus de 110 civils à bord de 3 bus de transport en commun dans le centre par des présumés djihadistes, les populations ont décrété un blocus sur plusieurs axes routiers pour demander à l'État malien d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des personnes. Et puis, comme nous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information au Togo où tous les regards sont désormais tournés vers le président de la République, Faure Gnassingbé, à qui revient le droit de promulguer la nouvelle constitution controversée adoptée en fin de semaine. Le collectif des associations contre l'impunité demande au président des institutions de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité du test et vérifier surtout si ces dispositions répondent aux normes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.